Aujourd'hui, Dieu merci, nous nous retrouvons sur le site où nous avons procédé officiellement au lancement des travaux de dépollution de la zone de Lazare. Et c'est l'occasion pour moi de remercier très vivement nos concitoyens qui ont bien voulu contribuer à ce vaste projet qui est d'importance, j'allais dire, nationale. Parce que sur ce site, vous avez beaucoup d'institutions à qui l'État a attribué des terrains pour des projets très importants. Et la dépollution constitue un point de départ pour le démarrage de ces projets-là. Et la ville de Niamey s'est fait un devoir de procéder à cette dépollution pour d'abord répondre à un souci de règlement d'une question de santé publique, car comme vous le savez, tous les quartiers environnants se plaignent de la pollution de cette zone où tous les soirs c'est d'épais nuages de fumée qui se déversent sur ces populations. Donc régler cette question de santé publique, régler un problème environnemental car cette zone est polluée et il y a des risques aujourd'hui que la nappe en dessous de nous ait été touchée. Donc pour toutes ces raisons que la ville de Niamey a voulu procéder à cette dépollution. Je voudrais saisir l'occasion vraiment pour dire un grand merci à nos concitoyens qui ont contribué. Aujourd'hui, nous sommes au lancement et déjà nous disposons d'un poclin qui nous a été gracieusement offert par la manutention africaine. Nous disposons de 3 bulles, 3 chargeuses et, m'a-t-on dit, une quarantaine de camions, les autres étant en route. Donc l'objectif que nous nous sommes assignés sera certainement atteint et la contribution de tous a été déterminante. Du 4 au 12, nous allons utiliser les moyens que nos concitoyens ont mis à notre disposition, plus quelques moyens de la ville. Nous ne sommes pas sûrs que tout ce tas puisse partir en une semaine. Donc à partir du 12, la ville de Niamey va continuer en rémunérant tous les propriétaires des engins et des camions qui ont été mis à notre disposition gracieusement. Nous allons donc continuer en les pointant cette fois-ci de façon à ce que la ville puisse payer. C'est pour cela que la ville a mis de côté un budget conséquent pour prendre en charge cette opération. Le premier site, c'est celui-là. Évidemment, de la réussite, de la dépollution de ce site dépend la suite. Ce que le conseil de ville a voulu, c'est que tous les sites de pollution de la ville de Niamey, qu'on puisse les dépolluer graduellement, au fur et à mesure. Donc nous commençons par ce site. Nous ne savons pas combien de temps ça va nous prendre, mais nous sommes certains que d'ici le 12, nous ne viendrons pas à bout de cette montagne d'immondices. Mais c'est sûr que nous allons continuer jusqu'à dépollution totale de ce site. Une fois que ce site est dépollué, il y a d'autres sites que nous avons en ligne de mire, notamment au niveau de Bukodi, où il y a un autre site de pollution important que nous allons attaquer et nous allons nous y préparer conséquemment. Nous allons nous enrichir de cette expérience, voir quels sont les points forts du dispositif, quels sont les points faibles, les corriger et attaquer au fur et à mesure tous les points de pollution au niveau de la ville de Niamey. D'ores et déjà, en 2023, nous avons le projet de la Banque mondiale avec le PIDUREM pour la mise en œuvre de la gestion des déchets au niveau de la ville de Niamey, où déjà la ville de Niamey a acquis un terrain au niveau de Boubon de 100 hectares qui nous a coûté 1 milliard de francs CFA que nous avons totalement payé à ce jour et qui est aujourd'hui à la disposition donc, de ce projet que la Banque mondiale finance pour régler définitivement la question de gestion des déchets. Et à partir de cette année, nous osons espérer que Niamey va disposer de sa propre décharge avec un centre d'enfouissement technique digne de ce nom, comme cela se fait dans toutes les capitales.
Le point de cette activité, c'est une activité qui rentre dans un processus de la recherche des solutions aux problèmes que traversent nos sociétés actuelles. Aujourd'hui, si vous constatez, il y a beaucoup de problèmes. Nous avons perdu nos valeurs qui nous ont amenés à d'autres comportements comme le non-respect du bien public, le non-respect des valeurs des personnes âgées, le non-respect de tout ce qui peut améliorer la qualité de la vie de l'être humain au profit des valeurs qui ne prennent en compte que le matériel. Si vous avez constaté, il y a eu beaucoup de recherches et d'études, mais les comportements ne changent pas. On va toujours vers le gouffre en matière de comportement. On a même initié au Niger ce qu'on appelle la renaissance culturelle, qui était bien pensée dans le but d'amener les gens à changer de comportement, avoir des comportements pour aimer la patrie, pour aimer tout ce qui est bien. Mais on constate que rien n'a changé. C'est dans ce cadre-là qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous avons essayé d'initier un concept que nous avons appelé citoyenneté culturelle. La citoyenneté culturelle, c'est le fait que c'est à l'individu de prendre conscience qu'il doit changer sans l'intervention de quelqu'un. Et ce changement, l'individu, en cherchant à s'améliorer, à avoir un comportement positif, ne peut le faire qu'en s'appuyant sur sa culture, sur ses traditions ancestrales. Nous avons fait une petite enquête chez les 9 groupes socio-linguistiques du Niger. Je ne parle pas d'ethnie, c'est-à-dire les langues qu'on parle au Niger, les 9. Chaque groupe a un mot qui désigne le citoyen. Le citoyen, c'est celui qui aime sa patrie. C'est celui qui donne sa vie aux autres. C'est celui qui travaille pour les autres. C'est celui qui travaille pour le développement de son pays. Comme chez les Germains, on parle de Burkini. Burkini, ce n'est pas une histoire d'esclave ou autre. C'est celui qui a honte de trahir, de mentir. Chez les Hausa, on parle de Nagari. Dans toutes chez les Touaregs, on parle de Achak. Donc, ces mots-là sont des mots, dès qu'on les prononce devant une personne âgée, la personne sait de quoi on parle. Cela nous a amené à créer une expérience où, maintenant, au lieu d'écrire un livre pour dire que j'ai écrit un livre sur le comportement des choses, non, on est allé dans 3 communes où nous avons essayé de réunir dans une salle des personnes âgées, des gens qui ont la culture et des élèves et certaines personnes pour que les gens discutent entre elles, pour que les anciens essaient d'expliquer aux jeunes quelles sont les valeurs de la société. Qu'est-ce qu'un jeune ne doit pas faire? Et les jeunes posent des questions. Qu'est-ce que nous devons faire pour être des hommes dignes? Donc on a fait ça dans les 3 communes et on a essayé d'inventorier de toutes les pratiques culturelles positives et les comportements qu'on peut considérer comme des comportements négatifs. Maintenant, il faut mettre l'autorité dedans pour coordonner, parce que toute société est coordonnée par des gens. Aujourd'hui, le représentant du peuple, ce sont les maires. Donc il faut que chaque mairie, parce que les mairies sont configurées en fonction des aires culturelles, de groupes, il faut que chaque mairie prenne l'engagement de valoriser les cultures locales, de créer des conditions pour que ces cultures-là reviennent, non pas
par des discours politiques, mais par le dialogue intergénérationnel et l'autorité qui, en dialoguant, vont toujours trouver un compromis sans se détester. La police est une composante de la force publique de sécurité intérieure. Et à ce titre, elle est en charge de la protection des personnes et des biens. Et l'unité de police routière qui est de la direction de la police de la ville de Niamey est en charge. C'est à cette unité qu'a été confié le contrôle des pièces et le respect de la réglementation de la circulation routière. L'unité de police routière, quel est son rôle? Parce que les gens pensent que seulement ça s'arrête au contrôle des pièces ou au respect maintenant des textes. Non. Elle est en charge de la prévention des accidents de la circulation. C'est les agents de la circulation routière, les premiers à faire les constatations étant sur les lieux, avant l'arrivée des enquêteurs en charge des constats. Donc, c'est d'abord la prévention des accidents de circulation, la prévention de la commission des infractions au code de la route, pas la répression. La répression, c'est à l'extrême, c'est à la fin, il le faut et il faut le faire. Puisqu'il faut respecter les règles et les lois. Celui qui ne les respecte pas, je crois que quand un voleur va vous voler, si on ne lui fait rien, vous allez parler. Et c'est la même chose. Donc, pourquoi le contrôle des pièces? C'est pour faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Qu'il y ait fluidité et qu'ils puissent vaquer à leurs occupations. Il y a beaucoup peut-être qui pensent que peut-être les policiers sont là tout juste pour surveiller ceux qui sont en train de circuler, qui font des voies. Non, c'est tout juste pour vous permettre, pour que vous puissiez tranquillement vaquer à vos occupations. Il est en charge de la sauvegarde de l'environnement. Parce qu'il y a d'autres qui ne le comprennent pas. Les émissions là, il faut empêcher. Les gens en font, vous allez voir, ils émettent maintenant là des trucs. Et ça porte à la santé des citoyens. Mais personne ne se soucie de ça. Ça fait aussi de la recherche. Aujourd'hui, vous avez votre véhicule ou moto qui a été volé. Vous le voyez, vous faites appel à l'agent de la circulation. Il va dans le contrôle de ces contrôles des pièces, il arrête le suspect. Et vous arrivez maintenant à vous retrouver avec. Et même aussi la sauvegarde des meubles et du meuble. Chronique Café 4, en fait, c'est imposé à nous. Il y a tellement d'usagers de la circulation qui m'interpellent dans les boutiques, dans les magasins, qui nous écrivent pour dire mais comment est-il possible? Est-ce qu'il n'y a pas une loi qui réglemente la circulation routière au Niger? Par exemple, beaucoup de citoyens m'ont appelé parce que leurs motos ont été confisquées soit dans un garage, soit dans un endroit privé. Le contrôle est de plus en plus accru et les citoyens
estiment que ce ne sont pas des contrôles, mais des tracasseries routières. En fait, le sujet s'est imposé à nous. On s'est dit, ok, la réglementation routière, c'est ce qui s'applique à tous les Nigériens et donc peu, même nous, les experts, nous maîtrisons peu. Aujourd'hui, nous faisons un débat utile. Nous avons enregistré plus de 100 questions de citoyens sur les amendes lors des contrôles. Que deviennent les amendes perçues lors des contrôles ou bien en cas d'irrégularité? Est-ce que les policiers ont le droit de saisir les motos, les voitures? Est-ce que les immobilisations se font légalement? Et tellement de citoyens ont été victimes, beaucoup de gens nous posent des questions par rapport aux assurances. Nous passons notre temps à payer des assurances. Souvent on fait 2-3 ans sans jamais avoir eu un accident. Mais le jour où on a un accident, c'est ce jour-là qu'on comprenne à quel point les procédures sont dures, à quel point il est difficile de rentrer dans ses droits. Là, ça a été un débat intéressant en ce sens que eux, en tant que techniciens de la chose, reconnaissent qu'il y a des abus. Et en tant que techniciens de la chose, reconnaissent qu'il y a des choses qu'il faut corriger. Et c'est pour ça qu'on est très satisfait de cette chronique 4 qui vraiment pose un débat d'intérêt général. Les gens ont suivi et nous voyons qu'il y a des choses à corriger dans la réglementation routière. Il y a des choses à alléger dans le contrôle routier. L'initiative vise à dire aux citoyens, vous avez des droits, vous avez aussi des devoirs. Le contrôle routier, ce n'est pas que des devoirs vis-à-vis des usagers, c'est des droits aussi. C'est leur dire, voilà vos droits. Lorsque un policier vous arrête dans la circulation, voilà vos obligations lorsqu'il vous arrête dans la circulation pour éviter les arrestations arbitraires, pour éviter les frustrations inutiles. Que ça fait partie du credo de l'ONG en tant que tel, c'est le partage du savoir, et notamment sur des questions de droit, parce que notre société a une certaine ignorance qui fait en sorte que finalement les gens ne connaissent pas leurs droits, et ça les rend très aigris, parce que bon, ils sont tout le temps dans les plaintes, alors que souvent c'est juste un problème de compréhension et de connaissance effectivement de ces droits qui pousse à ça. Donc l'ONG est à s'allier, et aujourd'hui c'est une thématique qui est vraiment une préoccupation quotidienne des citoyens, notamment la question de la circulation routière avec les tracasseries policières. Et donc aujourd'hui on a eu droit à des exposés et des gens concernés par ces contrôles-là. Donc on a été édifiés, les débats étaient contradictoires parce qu'effectivement il y a encore des zones d'ombre qui vont persister parce qu'il y a toujours cet écart entre ce que disent les textes, ce que commande le bon sens, les règles de bienséance sociale tout simplement, et ce qui est fait sur le terrain. Et vous avez remarqué que la faute, les gens se jettent la faute. Les citoyens pensent qu'il y a des tracasseries. La police dit ben non, il y a des incompréhensions par rapport auxquelles tout le monde est peut-être responsable. Et il y a aussi le ministère qui a donné ses arguments. Je pense que globalement, c'est qu'il faut en tirer, c'est qu'il y a un problème de méconnaissance. Et je crois qu'à partir de cet instant, l'ONG a offert à ses autorités policières et ministérielles de pouvoir aujourd'hui sortir du silence pour vulgariser déjà le code de la route. Parce que comme je l'ai dit, c'est une question d'ignorance. Donc il faut lever d'abord l'ignorance. Quand l'ignorance est levée, j'espère que les incompréhensions seront soldées. Et moi, je suis d'un quartier périphérique. Je vois comment souvent il y a des descentes policières qui prennent même les motos chez les mécaniciens, s'il vous plaît. Donc ça crée, au lieu de créer de l'ordre, ça crée du désordre. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai une vieille moto, j'amène au garage et qu'un policier vienne prendre la moto au niveau du mécanicien, mais moi, c'est au niveau du mécanicien que je vais me plaindre. Donc vous voyez, au lieu de l'ordre, là il y aura un désordre parce qu'il y aura des problèmes entre moi et le mécanicien. Donc par rapport à ça aussi, la police doit voir comment discipliner ses agents pour qu'effectivement il y ait une symbiose et pour que tout le monde puisse travailler au profit de l'ordre. Et un autre aspect, par exemple, quand les politiques décident des amendes et tout ce qui va avec en termes de pièces et tout, et vous allez remarquer des citoyens comme nous, des citoyens ordinaires, qui ont des vieilles motos par exemple, des très vieilles motos, donc si aujourd'hui tu sais et qu'on sort, on dit il y a une nouvelle plaque, et que la plaque là peut te valoir 45 000 ou 60 000. Mais bon sang, comment je vais mettre 60 000 dans une vieille, très très vieille moto, qui peut-être ne peut même pas, si je dois la vendre, atteindre ces montants là.
Donc je crois que dans la prise de décision politique dans ce sens, les gens doivent réfléchir pour voir, parce que le tout n'est pas de réprimer. Le tout n'est pas de chercher à travers ces infractions de faire des recettes pour l'État. Le tout, c'est de satisfaire non seulement les citoyens, mais aussi d'assurer l'ordre. L'objectif n'est pas de se faire de l'argent et des recettes sur le dos des citoyens et qui sont en situation de contravention. Les contraventions, elles sont faites, si vous voulez, pour créer de l'ordre. Ce n'est pas pour enrichir l'État. Donc, les policiers, les autorités compétentes doivent savoir que ce n'est pas une opportunité pour se faire des recettes. Il faut faire preuve d'imagination pour trouver d'autres ici sur des recettes proprement dites que de venir chasser tout le temps les étudiants, les pauvres citoyens que nous sommes. Honnêtement, il faut se féliciter de la qualité des conférenciers que l'ONG Chronique Juridique a pu mobiliser. C'est aussi, et non seulement la qualité des conférences qu'ils ont données à nous autres citoyens, nous avons été édifiés sur beaucoup de zones d'ombre. Aujourd'hui, la question des régulations de la circulation routière est une question qui est vraiment et touche tous les citoyens, même les piétons, même ceux qui ont leur maison sur la route, à combien de mètres un véhicule ou un conducteur d'engin doit se... Donc il y a beaucoup de questions. Maintenant, l'autre aspect, c'est vraiment le contrôle des pièces. On a posé beaucoup de questions par rapport à l'assurance. Aujourd'hui, quelle est l'utilité de l'assurance pour le Nigérien? Nous avons dit à l'autorité, ce que nous pensons, que l'assurance, en réalité, il y a beaucoup de citoyens qui pensent que même c'est une sorte d'escroquerie, parce que tu verses de l'argent à des individus chaque année. Quand il y a un accident, c'est des problèmes pour que tu sois dédommagé. Parfois, ce qu'on va te verser, tu as même dépensé ça dans seulement les carburants. Parfois, pour avoir les miettes de l'assurance, il faut aller même chercher un avocat, payer cet avocat. Il y a des agents fantoches qui se sont créés qu'on appelle courtage d'assurance. Quand tu fais accident, ils achètent même ton malheur à moins de prix pour aller. Vraiment, nous en tant que citoyens, nous estimons que la question d'assurance, même s'il faut faire un référendum pour vraiment voir est-ce que les Nigériens ont besoin de ça ou non, il faut le faire, ou bien on renvoie les citoyens aux législateurs pour qu'ils viennent voir, parce que les gens nous disent qu'ils ont copié ça du code pénal français, mais on a toujours dit il faut laisser cette affaire de France. Le Niger est indépendant, ça fait 60 ans, on doit être en capacité d'inventer nos propres lois qui ont des sources fiables. Parce qu'il y a ceux qui disent que c'est l'assurance qui pousse certains conducteurs à fausser. Maintenant, par rapport à la circulation routière, les policiers, nous usagers et les policiers de la circulation, nous avons dit qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Il y a beaucoup de choses à corriger. Par exemple, la façon dont certains agents de l'unité des policiers se comportent vis-à-vis des citoyens qui sont censés protéger. Certains insécurisent même les citoyens conducteurs des agents au lieu de les sécuriser. Et aussi, il y a ces intervenants qui ont reconnu que beaucoup de fautes émanent de nous usagers de la route. Ça, il faut le reconnaître, parce que quand tu achètes, par exemple, un engin à 400 000 et que les pièces coûtent 50 000 ou 60 000 et que tu n'arrives pas à les faire, mais tu as tort. Il y a ceux qui payent un véhicule à 5 millions et qui ne peuvent pas enlever 200 000 pour faire tous les papiers. Vous voyez, ça c'est des problèmes l'un de l'autre, mais quand même, dans tous les cas, nous estimons que la force publique, c'est elle qui a la charge non seulement d'amener les citoyens à respecter les réglementations, mais aussi de sécuriser les citoyens dans ce sens. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.